Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, de vous accueillir ici en direct du InCyber Forum sur le live SD Magazine. Et donc, on évoque à présent un sujet finalement dont on parle assez peu, le trafic d'œuvres d'art et l'OSINT au cœur de ce trafic. On le rappelle qu'il est le 3e au monde après celui des armes et de la drogue. Alors, pillage, vol, recel, contrefaçon, ces grandes affaires font souvent les grands titres de l'actualité. On parle tout de même de près de 10 milliards de dollars de biens historiques vendus et mal acquis par an. Alors pour comprendre les rouages de cette criminalité, surtout comment y faire face, comment lutter, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Camille Dolé. Camille, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Alors je rappelle, pour celles et ceux qui nous regardent, vous êtes détective privée, vous êtes également la fondatrice de votre agence Artena Investigation. Et donc, est-ce qu'on peut peut-être dans un premier temps, pour notre public, revenir sur ce trafic, je le disais, 3e trafic au monde, qui est finalement très opaque. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors ce trafic, il est très opaque et il est si important que ça, même si c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est le 3e, mais on ne sait tout simplement pas le quantifier, parce que contrairement au trafic de drogue et au trafic d'armes, ça n'est pas un marché parallèle. C'est-à-dire qu'il y a du trafic illégal qui est mêlé au marché de l'art légal, ce qui fait qu'on a des œuvres qui passent dans le marché légal, puis dans le marché illégal, comme ça sur toute une durée de vie d'une œuvre, parce qu'un jour elle peut être volée, puis la prescription passée et donc être remise sur le marché, donc elle redevient légale. On va avoir des biens archéologiques qui peuvent être pillés, donc avoir une provenance, une origine illégale, mais avec des faux documents qui permettent un peu de blanchir cette information, donc ils vont intégrer un marché qui est légal, etc. etc. Et en fait, tout est mêlé, tout est vraiment... c'est ce qui fait que c'est opaque. On a évidemment beaucoup de problématiques de blanchissement d'argent. Donc au final, ça rend un marché un peu vraiment compliqué à quantifier et à contrôler. On sait notamment que la Belgique est une plaque importante, une plaque tournante de ce trafic d'œuvres d'art. Comment est-ce qu'on l'explique ? Ça s'explique par plusieurs points. Déjà, le fait que la Belgique est malheureusement un pays qui manque de contrôle, mais en étant localisé en Europe. Donc, ça permet de faire intégrer des œuvres dans le marché européen, occidental même, qui va permettre de faire gonfler les prix, qui va permettre d'atteindre des grandes maisons de vente aux enchères ou des grands musées, etc. Tout en ayant une facilité, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de cadres et de contrôle. On avait avant, comme nous, on a en France une unité spécialisée de la police. En Belgique, ils en avaient aussi une qui était spécialisée dans les œuvres d'art et dans le trafic d'œuvres d'art. Malheureusement, par manque peut-être de moyens ou d'effectifs ou quoi, cette unité a dû être réduite drastiquement, voire même fermée. Ce qui fait qu'on n'a plus ce contrôle derrière. Et en plus, au niveau juridique, on a par exemple des prescriptions qui peuvent être plus courtes, donc c'est plus facile de remettre sur le marché. Donc c'est pour ça que la Belgique est malheureusement une plaque un peu tournante. Alors dans votre métier, je le disais tout à l'heure, vous êtes détective privé, donc votre mission, si je puis dire, consiste à la traçabilité, à avoir la provenance de ces œuvres d'art. Comment est-ce que vous y parvenez ? Quels sont les outils, les moyens dont vous disposez pour réaliser la mission qui est la vôtre ? Alors dans les problématiques de provenance, ce qui est intéressant, c'est que justement on a plein de moyens, plein d'outils, plein de façons de faire. Évidemment, on a tout ce qui est le chemin historique, donc en interrogeant tout ce qui est les archives, les différentes sources bibliographiques. C'est un peu faire le rat de bibliothèque, comme j'aime bien le dire, parce que voilà, on est obligé de passer par là. Mais on peut avoir aussi d'autres moyens ou d'autres outils, comme tout ce qui est au niveau administratif. On sait, en France, on a une réglementation qui va contrôler les importations et les exportations des œuvres. Donc toute sortie ou entrée d'une œuvre ou d'un bien culturel va être potentiellement soumis à une licence ou une autorisation, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi aller contrôler pour savoir d'où l'œuvre vient ou où est-ce qu'elle va. Donc ça nous permet d'avoir des éléments en plus. On a évidemment tout ce qui est sur le marché de l'art au niveau financier, donc les différentes ventes qui ont eu lieu, les différentes maintenant en plus au niveau numérique, on a des plateformes qui recensent toutes les ventes publiques
aux enchères d'une œuvre avec vraiment des informations qui peuvent être très intéressantes. On n'a pas forcément tout, mais c'est déjà un début d'information. Et au niveau après des techniques un peu plus justement numériques, aux int, on va pouvoir faire des recherches un peu plus efficaces pour essayer de retrouver une œuvre par exemple sur un site comme Katawiki ou sur eBay, où on n'aurait pas d'informations au niveau physique, bibliographique ou archivistique. Donc c'est vrai que maintenant, on a aussi ces moyens-là. Vous l'avez évoqué, l'OSINT est quelque chose qui, quelque part, fait partie de votre quotidien. En quoi est-ce que c'est particulièrement différenciant dans les missions que vous réalisez au service de la lutte contre le trafic d'œuvres d'art? Alors l'OSINT, c'est vraiment quelque chose qui a été un peu un réflexe pour moi au moment où j'ai commencé à monter mon agence et à travailler, parce que j'avais déjà une appétence dans l'informatique et dans le numérique. Donc c'était un peu naturel pour moi de commencer à faire des recherches. Et en fait, aujourd'hui, tout est numérisé, ou tout a vocation à l'être. Donc ça facilite énormément les recherches. Et si on sait être un petit peu efficace en utilisant les différents outils qu'on a à notre disposition, ça va être utiliser ce qu'on appelle les DORCs, donc les opérateurs Google. Ça va être utiliser de la recherche par image inversée, essayer de voir les métadonnées des différentes outils, enfin des images ou des fichiers qu'on pourrait avoir. Ça va être ce genre de choses où ça va nous permettre d'obtenir encore plus potentiellement d'informations qui nous permettraient de pivoter sur d'autres types d'enquêtes ensuite, ou de mettre en place une enquête terrain derrière. Voilà, ça va être, je sais pas, par exemple, on s'est rendu compte qu'une œuvre, elle était passée dans une galerie qui était potentiellement source au milieu d'un trafic. Si on arrive à faire déjà l'environnement de la galerie avec le propriétaire, qui est-ce qui a créé cette galerie ou qui est-ce qui a géré cette galerie, on va faire tout un environnement autour de ces personnes-là qui vont ensuite nous permettre peut-être d'aller confirmer des informations sur le terrain. Alors un dernier mot de l'actualité, notamment la guerre en Ukraine, et on le sait, les zones de conflit sont souvent des zones de pillage et donc qui alimentent ensuite ces trafics au niveau international. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on parle aujourd'hui de dizaines de milliers d'œuvres d'art, mais évidemment cela n'est pas comptabilisé de manière très précise. Ce sont des estimations. À tout le moins, certains historiens le disent d'ores et déjà, il pourrait s'agir du plus grand vol d'art depuis le pillage de l'Europe par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur justement cette situation, et est-ce que vous avez aujourd'hui des demandes? Est-ce que vous seriez en capacité de retrouver, d'émettre des recherches pour retrouver ces œuvres d'art? Alors oui, la problématique de l'Ukraine est vraiment malheureusement entre guillemets intéressante, parce que elle est l'exemple des grosses problématiques qu'on a avec les pays en crise. L'Ukraine ne fait pas exception. On a eu la Syrie, on a eu l'Afghanistan. Ça a toujours suivi le même schéma. Et malheureusement, on a énormément de sites culturels, comme vous l'avez dit, qui ont été pillés, détruits et tout ça. Et on a commencé déjà à essayer, la communauté internationale du marché de l'art a déjà essayé de mettre des choses en place pour sensibiliser notamment l'Europe au fait que certaines œuvres provenant d'Ukraine pourraient intégrer le marché. Mais ça reste difficile, parce que il faut avoir déjà une certaine expertise pour avoir l'œil et reconnaître un bien qui pourrait provenir d'Ukraine. Mais je pense que pour le moment, on est encore un peu trop dans la suspicion, et on fait encore un peu trop attention. Là où il faudra vraiment être vigilant, ce sera dans quelques années, où potentiellement la crise se sera un petit peu tassée, où on entendra un petit peu moins parler. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que les œuvres vont pouvoir passer plus facilement. Merci beaucoup Camille Dolé d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé votre quotidien particulièrement atypique. On l'a compris, les choses évoluent, beaucoup peut être fait, mais beaucoup reste à faire dans ce marché très opaque, comme vous l'avez rappelé. Effectivement, on le sait aussi, les zones de conflit, vous avez cité la Syrie, l'Afghanistan, les Balkans aussi précédemment ont été évidemment des zones dont on a aussi beaucoup parlé, mais il faut le rappeler, aujourd'hui, il reste toujours près de 52 000 œuvres volées dans les bases de données d'Interpol. Merci beaucoup Camille Dolé d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous invite bien sûr à rester connectés. L'actualité continue.